Pour admirer la beauté de la Terre, avons-nous vraiment besoin d'aller dans l'espace et d'admirer la vue depuis la Lune ou Mars? L'équipe INRES vous présente une entrevue d'un voyageur de l'espace, Jean-François Clairvoy. Astronaute aguerri, Jean-François est un habitué des voyages dans le cosmos et revient indéfiniment différent de chacun d'entre eux. Malgré les changements physiques, psychiques et physiologiques, rien ne l'arrête. Jean-François reprend la route de l'espace dès qu'on l'y invite. Pour célébrer la sortie de la nouvelle création originale INRES TV, le jour où les terriens sont devenus extraterrestres, voici une entrevue fascinante avec Jean-François, l'un des intervenants et membres d'honneur de l'INRES. Une agréable écoute à toutes et à tous. Est-ce le propre de l'homme que de vouloir aller au-delà des frontières, de visiter l'inconnu? Pour quelles raisons? Pourquoi vouloir à tout prix découvrir un autre lieu de vie dans le ciel alors que nous n'avons pas fini d'explorer les lieux sur Terre? Alors déjà, l'exploration, j'aime bien préciser dès le départ que pour moi, c'est différent de la recherche. Le mot recherche, pour moi, c'est sous-entendu recherche d'une solution à un problème. Par exemple, en médecine, recherche contre le cancer. Dans le cas de l'exploration, on n'a pas de problème à résoudre, mais au niveau de la nature en général, de tout être vivant capable de se déplacer, donc on l'observe chez les animaux, l'exploration, au départ, répond à un instinct de survie, explorer pour identifier l'endroit où il y a de la nourriture, l'endroit où il y a du danger, l'endroit où je peux m'abriter et me protéger des dangers ou des intempéries, et puis peut-être l'endroit où on peut s'amuser, dans certains cas. Donc l'exploration, je pense profondément au départ, répond à un instinct de conservation. Augmenter ses connaissances pour maximiser les chances de survie. Les connaissances de l'endroit où se trouve le danger, où se trouve la nourriture, l'eau, et l'endroit où je peux me protéger. Dans le cas de l'espèce humaine, j'ai l'impression que sa conscience supérieure va au-delà de juste l'instinct de survie, c'est-à-dire l'exploration répond à une quête juste de connaissance. Parce que l'être humain va plus loin que chercher à survivre, à identifier l'endroit où il y a de la nourriture ou l'endroit où il peut s'abriter. Il cherche à répondre à des questions plus philosophiques. Pourquoi je suis là? À quoi je sers? D'où je viens? Où je vais? Et je pense que l'exploration répond juste à une quête du savoir. Et donc, dès qu'on peut aller plus loin en personne, ou voir plus loin grâce à des instruments, on le fait. Quand on demande pourquoi aller sur la Lune, parce qu'elle est là, et que maintenant je sais y aller. Enfin, pas moi, mais... Donc, je pense que l'exploration, pour ce qui est de l'humanité et de l'être humain, participe à cette volonté, cette envie, cette curiosité qui nous pousse à toujours mieux connaître ce qui nous entoure et mieux connaître notre propre nature. Les gens ont peur de l'inconnu, mais plus on explore et découvre, moins on a peur. L'exploration, c'est une pulsion qui répond à un désir de toujours savoir plus, quelque part, pour être plus connaissant, plus savant, et au passage plus sage, et moins enclin à faire la guerre. La guerre naît souvent de l'ignorance, et qui élève le savoir-faire global de la société. Mais ça, ce n'est pas le but premier, mais c'est une des conséquences. Tout explorateur, par définition, se rend avec son propre corps, au départ, pour les explorateurs des pôles, des océans, les astronautes, se rend dans un endroit où l'homme n'est jamais allé auparavant. Donc il n'y a personne qui a pu leur dire à l'avance ce qu'il y a. Sauf peut-être aujourd'hui, dans le cas de l'espace, des missions automatiques, des satellites automatiques prennent des mesures de pression, de température, de différents matériaux, pour savoir comment on va construire notre vaisseau, sur le fonctionnement des ondes radio, voir s'il y a de l'oxygène sur Mars, par exemple, pour qu'on puisse respirer ou pas. Donc, dans le cas de l'astronautique, il y a des sondes automatiques qui ont toujours précédé l'humain. Ça n'a pas été le cas à l'époque de l'exploration des pôles
et des océans parce que les technologies ne permettaient pas encore d'envoyer des sondes suffisamment robustes sans intervention humaine sur place pour pallier aux pannes, aux problèmes et s'auto-diriger. La question de savoir si la vie existe ailleurs, c'est une question qui n'est pas importante pour notre survie sur Terre, mais c'est une question très importante qui contribue au sens de l'existence. Vous savez, beaucoup de personnes sont en quête de sens. À quoi je sers? Pourquoi je suis là? Pourquoi l'humanité est là? Pourquoi nous, comme on dit? Mais si on trouve la réponse à la question d'où je viens et comment je suis apparu et pourquoi je suis apparu, eh bien on accepte peut-être plus facilement notre condition d'humain. Et je trouve que c'est une quête très noble, la quête du savoir de nos origines. La quête des origines de la vie passe entre autres par l'exploration cherchant à voir s'il y a de la vie ailleurs. Pour ça, est-ce que nous sommes uniques dans tout l'univers? Ou est-ce que nous sommes juste un exemplaire d'une forme de vie parmi des milliards? Parce que si la vie existe ailleurs, ne serait-ce qu'une fois, c'est qu'elle existe énormément ailleurs. Mais on ne sait pas. Donc aujourd'hui, les exobiologistes pensent, pour certains, que le super hasard énorme, les conditions qu'il faut rassembler pour que le vivant apparaisse, tel qu'on le sait de nos observations sur Terre, fait que même plusieurs dizaines de milliers, de milliards de planètes dans notre univers observable, qui est une toute petite partie de notre univers, c'est peut-être pas un nombre suffisamment grand pour que la vie soit apparue ailleurs. Pouvez-vous nous faire part de votre parcours, de votre expérience? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'explorer l'au-delà? Pouvez-vous nous décrire votre premier voyage dans l'espace? Quelles sensations avez-vous ressenties? Des changements physiologiques sont-ils apparus? Quand on revient sur Terre, quels changements physiques, spirituels peuvent être ressentis? Je pense qu'un concours de circonstances m'a programmé pour être curieux et avoir un sens de l'exploration. Mon père était pilote de chasse. Il nous racontait ses vols à très haute altitude avec ravitaillement en vol, donc des vols très très longs au-dessus du Groenland, au milieu des aurores polaires. Il ne pouvait pas nous parler du contenu de ses missions, mais il nous parlait de ce qu'il voyait dans la très haute atmosphère. Et déjà, ça, c'était magique. Après, j'étais jeune adolescent à l'époque des missions Apollo et nous en parlions à l'école, donc ça faisait partie de notre enseignement. Et puis, à peu près à la même période, la première série télévisée se passant dans l'espace était diffusée. J'habitais Beyrouth, au Liban, quand la série Star Trek était diffusée toutes les semaines. J'étais un grand fan, j'adorais, je me projetais dans Star Trek. Donc, je me suis toujours vu enfant comme un jour quelqu'un qui irait dans l'espace, pas pour travailler. Quand un enfant dit « je rêve d'être astronaute », ce qui veut dire en fait, je dis ça avec du recul, moi maintenant astronaute, c'est « je rêve d'aller dans l'espace ». Et pour lui, aller dans l'espace, c'est être astronaute. Mais jusqu'à très récemment, être astronaute, c'était un métier. C'est aller dans l'espace pour travailler. L'espace, c'est le milieu dans lequel on travaille. Mais c'est avant tout un métier d'opérateur de machines complexes, mais qui se trouve être dans l'espace. Quand j'avais 8-9 ans, mon parrain m'a offert une lunette astronomique. 30 mm, 3 cm de diamètre, grande comme ça. Avec cette lunette, j'ai vu pour la première fois de mes propres yeux les 4 satellites principaux de Jupiter, 4 petits points très nets, les cratères de la Lune et les anneaux de Saturne. Alors, je ne pouvais pas distinguer la séparation de l'anneau et de la planète, mais je voyais Saturne comme un ovale et je devinais légèrement que c'était des anneaux. Il y avait des points légèrement sombres entre l'anneau et... Donc, à 8 ans, j'ai vu pour la première fois de mes propres yeux qu'une planète avait des anneaux. Et j'ai vu qu'une planète avait des satellites. Lors de mon 3e vol spatial, dédié au sauvetage du télescope spatial Hubble.
qui était en panne totale. Il était mort. Après cette mission, qu'on a réussi avec brio, et pourtant c'était pas de la tarte, parce que le télescope tournait sur lui-même, il n'était pas stabilisé, et les sorties dans l'espace ont battu tous les records de durée, plus de 8 heures au lieu de 6 heures prévues normalement. J'avais une obsession, il fallait que j'aie mon télescope. Et donc j'ai tout lu, et j'ai finalement acheté un réfracteur, c'est comme ça qu'on appelle ça en américain, en anglais, que nous on appelle une lunette astronomique. Et puis, une fois que je l'ai eu, j'étais content, mais je ne l'ai pas sorti pendant plusieurs années. Mais c'est maintenant, tous les étés, je la sors, et les amis, la famille, je leur fais regarder avec leurs propres yeux. Et plusieurs me disent « Waouh, j'ai vu les anneaux de Saturne !» Et depuis, je suis en fait dans un état second quand je suis dans un observatoire. On ne devrait pas appeler ça un observatoire. Parce que quand on dit observer, j'observe quelque chose que je sais être là. J'observe un oiseau qui vole. Avec ses lunettes, on explore le ciel. Donc on devrait appeler ça un exploratoire. Voilà. Ce qui est un peu frustrant et même parfois décevant pour le public quand les astronautes répondent, comme Neil Armstrong, on lui demandait alors c'était comment sur la Lune? I was just doing my job. Un astronaute qui part, il part pour travailler et il est surentraîné. Ça veut dire qu'on sait à l'avance tout ce qui va se passer, tout ce qui peut se passer d'anormal et pour lesquels on a des procédures avec lesquelles on s'est entraîné. Et quand on me demande qu'est-ce qui vous a surpris lors de votre vol spatial, en fait, j'ai très peu de choses à répondre. Rien pendant le décollage et la montée, ça s'est passé comme je me l'étais imaginé par les discours de mes anciens et par les séances de simulation. Je dirais, il y a peut-être la digestion qui est un peu perturbée, mais les astronautes n'en parlaient pas. Donc c'est les cosmonautes russes, des amis russes qui m'ont beaucoup appris là-dessus après mon premier vol et qui m'ont dit comment faire mieux la fois suivante. C'est les moteurs dans le nez de la navette, c'est purement technique, parce que dans le simulateur, on ne reproduisait pas le bruit suffisamment fort. Mais alors, j'ai beau avoir vu tous les films, les photos, les échanges avec les collègues, la première fois qu'on voit la Terre avec ses propres yeux, par le hublot, en flottant, c'est « Waouh ! Qu'est-ce que c'est magnifique ! Qu'est-ce que c'est beau !» Et on réalise à quel point on a une chance inouïe, nous, êtres humains, d'être apparus sur une Terre comme celle-là. Parce qu'on peut imaginer une planète vivable, mais qui n'est pas toutes ces couleurs, ce contraste, ces échantillons minéraux, ces déserts, ces volcans, ces forêts tropicales, ces chaînes himalayennes immaculées de blanc et les perles de colliers turquoise des chaînes, des atolls de Polynésie ou des Maldives. Donc les sensations du vol spatial, si je dois les résumer en quelques étapes, la première, c'est la sensation d'être poussé avec une très forte puissance vers le haut. Tous les décollages de fusées habitées se font avec une position des astronautes en forme allongée, plus ou moins recroquevillée, face au ciel. Donc la poussée, on l'a dans le dos. On sent qu'on va quelque part, on ne sait pas où, mais on y va. D'ailleurs, c'est la seule fois dans notre existence que notre destination n'est pas un point physique palpable. On vise un point théorique qu'il faut atteindre dans l'espace avec une certaine vitesse, dans une certaine direction pour être sur la bonne orbite. Mais ça, c'est la première sensation. C'est une sensation de puissance. La navette spatiale pèse 2000 tonnes. La poussée, il faut bien qu'elle soit supérieure pour que ça décolle. C'est 3000 tonnes. Donc au décollage, c'est 1,5 G. Poussée divisée par la masse. C'est rien. Tout le monde peut supporter. Mais on sait intellectuellement que dessous, on a près de 1500, 1600 tonnes d'explosifs. Donc intellectuellement, ça pose quand même. Ça, c'est la première sensation. On est au sommet d'une machine extrêmement puissante, et je vais donner un chiffre, la puissance développée par les moteurs 2 minutes après le décollage de la navette spatiale américaine, c'est 45 gigawatts. C'est plus que la puissance électrique actuelle installée
dans la France entière, tout utilisateur confondu, TGV, usine, particulier. C'est-à-dire que si on pouvait convertir la puissance mécanique en puissance électrique, on pourrait satisfaire la demande de la France entière. Les quelques minutes où on a cette puissance. La deuxième sensation qui vient juste derrière, 2 minutes après le décollage, on est à 5 fois la vitesse du son verticalement, environ 50 km d'altitude, au-dessus de l'atmosphère. On est dans le vide spatial au bout de 2 minutes. Et le ciel est noir, même en plein jour. Mon premier vol, on décolle à midi, heure de Floride. Au bout de 2 minutes, le ciel est noir d'encre. On ne voit rien d'autre que le soleil. Et si on regarde derrière, on voit la Terre. Et là, vous vous dites, on est tout seul dans l'univers. Il n'y a rien d'autre. C'est noir d'encre vide à l'infini. C'est un noir dense. Comme disait Story Musgrave, il le comparait à un marshmallow noir où on se dit, mais il doit bien y avoir quelque chose, mais impalpable, mou, vide. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous regardez par le hublot dans une direction où c'est le noir absolu et vous vous dites, sur la ligne droite qui est dans l'axe de mon œil, à l'infini, il n'y a rien. Puis, 8 minutes et 32 secondes après le décollage, on éteint les moteurs pour toujours. On est en orbite pour toujours, jusqu'à ce qu'on fasse quelque chose pour revenir, si on veut. Donc, parce qu'après les 2 minutes, lorsqu'on est au-dessus de l'atmosphère, on incline la trajectoire à l'horizontale pour accélérer et atteindre la vitesse de 28 000 km/h. Il faut atteindre cette vitesse horizontale pour qu'une fois lâché dans le vide, tout moteur éteint, on tombe attiré par la Terre sans jamais la rencontrer. Si on a une vitesse un peu plus faible, notre trajectoire est un peu plus inclinée vers le bas et on touche l'atmosphère une demi-heure, 1 heure plus tard. Donc ça, c'est l'occasion de dire qu'on est en pure chute libre. Donc là, la troisième sensation, on éteint les moteurs, on est en apesanteur ou apesanteur, ça veut dire la même chose, pour toujours. Qu'est-ce que c'est l'état d'un ou apesanteur? C'est une sensation extrêmement ludique, très étrange, très extraterrestre pour le coup. D'ailleurs, toutes les personnes qui ont goûté dans notre avion R0G l'apesanteur me disent, quand je les revois, c'est la sensation, l'expérience de ma vie en tant que personne physique. Eh bien, on flotte. On ne sent plus son poids. On oublie qu'on a un poids. On oublie même qu'on a un corps. S'il n'y a rien qui vous gratte ou vous fait mal quelque part, vous flottez vers le hublot, vous êtes juste une conscience flottante qui regarde le cosmos, la Terre, en flottant, sans effort, sans rien toucher. C'est le phénomène d'apesanteur, et ça, c'est magique. Donc j'appelle ça la troisième sensation. L'inverse de la première. La première, c'est l'hyper-pesanteur. On est tassé, on peut à peine soulever le bras, on a du mal à respirer quand on arrive à 3G à la fin, mais c'est très supportable. Je veux dire, 90% de la population supporterait un vol spatial. Je casse un peu le mythe, mais c'est la réalité. C'est beaucoup moins physique qu'un pilote de chasse en combat aérien. Deuxième sensation, le ciel noir en plein jour. Troisième, l'inverse de l'hyperpesanteur, c'est l'apesanteur, pour toujours, jusqu'à la fin du vol. Et la quatrième sensation, la plus bouleversante pour l'astronaute, lorsqu'on est proche du hublot, c'est la vue de la Terre. Le champ de vue porte à 2500 km à la ronde. Le contenu est magnifique, coloré, contrasté, avec des lignes de contraste, comme je le disais tout à l'heure, les déserts, les forêts tropicales, les atolls de Polynésie, les côtes bien dessinées, les fleuves, les glaciers, les chaînes de montagnes, avec au nord le Tibet, ocre, sec, et juste au sud, très humide, le Népal, l'Inde. Et en plus, ça change très vite, parce qu'on fait 16 tours du monde par jour. On traverse la France en 2 minutes. Vous regardez un objet magnifique, si vous dites « Ah, c'est beau, je vais prendre une photo », c'est trop tard. On ne réussit que les photos pour lesquelles on a préparé à l'avance l'appareil photo avec la bonne exposition, le bon f-stop, comme on dit, le bon film, le bon zoom. Et on ne s'en lasse pas. Mon fantasme d'astronaute,
c'est voler suffisamment longtemps dans l'espace pour connaître la Terre par cœur. Au-delà de l'expérience sensorielle, avec nos sens visuels et la sensation de la pesanteur qui est un manque de sensation, on devient aussi extraterrestre sur le plan physiologique. On subit des changements du système musculaire, osseux, urinaire, digestif, cardiovasculaire, vestibulaire, l'oreille interne, visuel, immunitaire. Vous amenez un astronaute qui vient de passer 6 mois dans l'espace aux urgences, sans dire d'où il vient, les premiers examens préliminaires rapides vont laisser penser qu'il a peut-être le sida, qu'il est atteint d'ostéoporose, de maladie cardiaque, de troubles de l'équilibre, de problèmes de vue. Mais chez l'astronaute, c'est normal. Alors souvent, on pose la question aux astronautes, qu'est-ce qui a changé chez vous avec votre expérience de vol dans l'espace ? Je pense que les astronautes ne changent pas foncièrement qui ils sont. On ne change pas nos croyances, on est juste enrichi d'une expérience vécue, sensorielle, émotionnelle, intellectuelle, spirituelle, question de la création, d'où l'on vient, où l'on est, pourquoi, comment tout ça est apparu. Et j'ai le luxe à tout moment de pouvoir fermer les yeux et de puiser dans mes cases mémoire des sensations, des émotions, des réflexions. Et je pense que l'expérience du vol spatial nous rend plus connaissants sur notre condition d'humain. On a une meilleure conscience fine de qui nous sommes en tant qu'être humain et avec des questions dont on n'a peut-être pas les réponses, mais des questions qui nous assagissent. Et c'est ça éventuellement le changement. C'est le fait qu'on a des cases mémoire qui se sont remplies de réflexions provoquées par le vol spatial. Et certainement, je ne me serais pas posé autant de questions sur la création, par exemple, ou de questions sur l'importance de gérer la Terre comme un vaisseau spatial. Ne pas gaspiller, recycler tout ce que l'on peut recycler, ne pas consommer plus chaque jour que ce que la nature nous donne. Dans notre vaisseau, on n'a pas envie de manquer d'oxygène, d'eau, d'électricité, donc on fait attention, on mesure, on sait où on en est, on a un état des ressources permanent. Et d'ailleurs, dans le cas de l'ISS, pour la première fois dans une carrière d'astronaute, on nous a demandé de signer un document juridique, le seul document juridique que signe un astronaute dans sa carrière, le Crew Code of Conduct, le code de conduite des équipages. Et vous remplacez dans ce document le mot crew par nation, et ça vous donne un texte parfait, idéal, tel que si on le suivait, si les nations y adhéraient sur Terre, eh bien, tout irait mieux. Comment peut-on envisager d'aller sur d'autres planètes, en termes de questions éthiques, si l'on n'est pas capable de prendre soin de notre propre Terre ? Est-il possible de terraformer d'autres planètes, telles que Mars, comme le souhaite Elon Musk ? Quel est votre avis sur la question ? Alors, les premiers lancements spatiaux dans les années 60-70 n'étaient pas propres. À chaque largage de satellite, il y avait plein de limailles de fer, de rondelles qui partaient dans tous les sens. Et c'est le problème. Et l'étage supérieur de fusée qui communique la vitesse orbitale au satellite, il l'a aussi, lui, cette vitesse. Donc, il reste là. Mais depuis quelques décennies, donc la deuxième moitié de l'ère de l'astronautique, on impose aux opérateurs de satellites et de fusées de faire des lancements propres. Quand le satellite se sépare de son lanceur, c'est propre, il n'y a aucune pièce secondaire qui part. Les satellites en fin de vie, on impose à l'opérateur soit de les déorbiter pour les brûler entièrement dans l'atmosphère, soit de les éjecter sur des orbites beaucoup plus hautes qui ne nous gêneront pas pendant des dizaines, centaines de milliers d'années. Et pour les opérateurs de fusées, on leur impose de faire rentrer, c'est pareil, de débarrasser l'espace utile du dernier étage de fusée. Donc en fait, le problème des débris, qui est un vrai problème, il vient surtout de ce qu'on a lancé au début de l'ère astronautique. On estime aujourd'hui, sur une période de 10 ans, une probabilité de 1 sur 8 de perdre la station spatiale à cause d'un débris. Et de 1 sur 60 de perdre un astronaute ou plusieurs dans l'ISS à cause d'un débris. Donc le risque est réel. Mais aujourd'hui, les lancements... Alors, il y a quelques essais anti-satellites qui sont mal gérés, qui se font trop haut et qui, malheureusement, d'un seul coup, lancent une bouffée de débris qui vont être là très longtemps.
donc qui font faire un gap, qui font grimper un gap en probabilité de destruction d'autres vaisseaux spatiaux. Donc c'est un vrai risque, mais on n'a pas de solution miracle aujourd'hui, mais il y a beaucoup de fonds publics et de fonds privés consacrés à l'étude de techniques de nettoyage de l'espace, avec des filets, des harpons, des lasers, Mais la première chose à faire, c'est déjà ne plus polluer, ne plus lancer des saletés, si je puis dire. Maintenant, la question de l'exploitation des ressources extraterrestres, c'est une question, je dirais, de business privé, aujourd'hui. On ne sait pas quand ce sera rentable, ça ne le sera peut-être jamais, mais il se peut qu'un jour, ce soit plus économique et propre d'aller chercher certaines matières, comme des terres rares, dans l'espace, que de continuer à aller chercher sur Terre, où ça va tellement polluer qu'on sera obligé de ne plus le faire. Mais à mon avis, ce n'est pas avant un très lointain futur. Quand Elon Musk a évoqué l'idée de terraformer Mars avec des bombes nucléaires, je pense que ce qu'il avait vraiment en tête, c'est l'idée, son rêve de pouvoir rendre Mars habitable sans scaphandre, donc la terraformer. Je ne sais pas si c'est possible, mais je pense que c'est très peu probable, parce que la gravité de Mars est plus faible que celle de la Terre, c'est environ à peine un peu plus d'un tiers, et l'agitation des molécules, si on y place une atmosphère identique à celle de la Terre, l'agitation des molécules sera à une vitesse telle qu'elles atteindront la vitesse de libération et qu'elles s'échapperont. C'est-à-dire que Mars ne peut pas capter éternellement une atmosphère avec de l'oxygène. Je ne suis pas sûr que les lois de la physique planétaire permettent de maintenir à la surface de Mars une atmosphère à une pression suffisamment élevée pour qu'on n'ait pas besoin de scaphandre, indépendamment du fait qu'il y ait de sa composition, déjà la pression. Mais peut-être qu'à très long terme, quand Mars sera un peu plus chaude et que la Terre deviendra inhabitable pour des raisons purement naturelles, d'évolution du Soleil en géante rouge, peut-être que Mars, la terraformation sera peut-être plus envisageable. Mais en tout cas, dans un avenir proche, moyen, lointain, Mars est inhabitable sans scaphandre. Mais j'aimerais bien voir où est l'humanité dans 1000 ans. Est-ce qu'elle aura commencé à s'installer durablement ailleurs, avec des colonies, et le mot colonie d'ailleurs il n'est pas très sympa, mais avec des répartitions d'humanité sur d'autres corps célestes où les gens ne connaissent pas la Terre. Dans un axe plus spirituel, pensez-vous qu'une exploration par la conscience, sans machine, soit possible ? Quelle est votre sensibilité face à celle-ci ? Je suis depuis toujours très ouvert à toute expérience non explicable par la rationalité de notre monde technique d'aujourd'hui. Peut-être parce que, comme c'est mystérieux, c'est intéressant. Parce que peut-être quelque part, j'aime bien y croire, j'aimerais bien que ce soit vrai, même si on ne sait pas dire que c'est vrai aujourd'hui parce qu'on n'a pas les moyens de le dire. Parce que je suis d'une nature très humble en termes de connaissances et que je pense qu'il nous reste énormément à explorer. Et que je suis optimiste sur le futur des connaissances qui vont continuellement nous apporter des réponses aux questions de ce qu'on ne sait pas expliquer aujourd'hui. J'ai des amis assez proches, sincères, honnêtes intellectuellement, qui m'ont rapporté des expériences qui les ont bouleversés et qui sont inhabituelles, de rencontres extraterrestres ou de sorties hors du corps ou de voyance. Et j'ai toujours été très ouvert à l'écoute des personnes qui racontent ces expériences, parce que j'en connais suffisamment qui, dans l'intimité, parlent de ces expériences et on sent qu'elles l'ont vécu de l'intérieur. Elles l'ont vécu. D'ailleurs, mon frère jumeau, qui est psychiatre, me disait une personne qui raconte avoir été enlevée par des extraterrestres, ça ne sert à rien de se poser la question c'est vrai ou pas, ou d'essayer de la convaincre mais non, t'es arrivé, mais non, c'était une illusion. Ça ne sert à rien. La personne, là, dans son univers à elle, l'a vécu. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Même si
Dans le monde réel de ceux qui sont autour, peut-être que ça n'a pas eu lieu. Mais le fait que pour cette personne ça a eu lieu, c'est peut-être vrai dans l'univers de cette personne. Et ça ne sert à rien de se poser la question, est-ce que c'est réel ou pas? Parce qu'on n'aura peut-être jamais la réponse. Et je suis persuadé qu'on est très loin de maîtriser, de connaître, de savoir tout ce qu'il y a au-delà du matériel et du physique. Et de quelques lois de la physique qui touchent à l'immatériel, les ondes électromagnétiques par exemple. On maîtrise assez bien les ondes électromagnétiques. Mais la conscience, c'est encore très mystérieux, la conscience. Et très sérieusement, j'ai participé pour un organisme du gouvernement, que je ne vais pas citer, mais très sérieux, à un stage d'évaluation des techniques de contrôle des états non ordinaires de conscience par la technique Monroe. Donc les états non ordinaires de conscience, c'est ce qu'on appelle aussi les états modifiés de conscience. C'est des états dans lesquels l'être humain est capable de placer sa conscience qui le rend parfois plus performant intellectuellement, sensoriellement, émotionnellement. Il y a différents niveaux. Et on peut l'atteindre par la transe, par la méditation, le yoga, il y a différentes techniques. Aussi avec des produits chimiques, mais il vaut mieux éviter parce que c'est par corruption du système nerveux qu'on se projette. Et ce stage m'avait intrigué parce que j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Malheureusement, je n'avais pas pu faire le stage entier, j'avais fait que 5 jours au lieu des 10 jours entiers, puis après on peut faire plusieurs stages. Et je suis très ouvert à je suis très ouvert d'esprit sur tout ce qu'on ne maîtrise pas et qui semble pourtant être là. Parce qu'une personne qui vous raconte une expérience de télépathie, parfois c'est bluffant. C'est-à-dire c'est pas le hasard qui fait qu'elle a vu ou entendu quelque chose qui s'est vraiment passé à distance. On ne sait pas l'expliquer, mais c'est pas parce qu'on ne sait pas l'expliquer que c'est pas vrai. Nous arrivons à présent à la fin de cet entretien et espérons que cette exploration à travers le regard de Jean-François vous aura plu. Retrouvez notre invité dans le documentaire « Le jour où les terriens sont devenus extraterrestres » en exclusivité sur INRES TV. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.